Intéressant, vous avez mentionné Dell. Nous allons interviewer Michael demain. Un de mes associés est à Austin. Et je veux dire, avez-vous vu le temps et dans la R&D, ce qui augmente ses coûts? Donc, ils vont lui mettre la pression. D'accord. Dites-moi quand vous êtes prêt et je peux continuer. Oui, nous sommes prêts, oui. La raison d'être d'Apple est de proposer de meilleurs produits, des produits nettement différenciés, qui permettent aux développeurs de logiciels tiers de créer des applications nouvelles, excitantes et différentes, qu'ils ne peuvent pas développer sur d'autres types d'ordinateurs personnels. Et si Apple donne cela en offrant gratuitement son logiciel système futur, alors je ne suis pas sûr que le marché ait besoin d'Apple. Donc ma question est, quelle est la différenciation d'Apple si cela réussit? Et si cela échoue, quelle est l'innovation d'Apple qui la propulsera dans les années 90 comme le Macintosh l'a fait dans les années 80? Je ne suis pas sûr. Je suis certain qu'il y a là-bas beaucoup de gens brillants et je suis sûr qu'ils ont quelques bonnes idées. Ils ont arrêté de m'envoyer leur rapport de gestion il y a un moment. Déjà couvert certaines des choses que nous pouvons faire avec les PC aujourd'hui que nous ne traitons pas avant. Si nous devions nous projeter dans l'avenir, que pensez-vous que nous serons capables de faire avec les ordinateurs personnels? Et je veux dire, d'après cela, vos machines ici sont quelque part entre une station de travail et un ordinateur personnel. Que pensez-vous que nous serons capables de faire dans ce domaine appelé informatique personnelle, où vous êtes en contrôle, que nous ne pouvons pas faire aujourd'hui? Ce qui se passe actuellement dans notre industrie, c'est qu'elle se bifurque. Tous les ordinateurs personnels de la génération actuelle, tous les PC IBM, la plupart des Macintosh actuels, vont tous devenir portables. Ils vont tous être plus petits, tous portables, dans 2 ou 3 ans. Tout sera portable. Et en même temps, les clients demandent aussi plus de puissance. Et plus de puissance se traduit par 3 ou 4 domaines. Les gens veulent de grands écrans couleurs où ils peuvent afficher des photographies. Demandez à n'importe qui, dans la partie supérieure de la publication, assistée par ordinateur, par exemple. Les gens veulent de la vidéo en mouvement. Les gens veulent être connectés avec des réseaux très rapides, au moins à des vitesses Ethernet. Et les gens veulent envoyer tous ces médias riches à travers le réseau. Malheureusement, cette seconde classe de produits ne peut pas être rendue portable. Donc, ce que je vois, c'est que notre industrie se bifurque, où la génération actuelle de produits va devenir portable. Et la prochaine génération de produits, ces machines très puissantes, hautement connectées et en couleur, vont être des machines de bureau. Et c'est là que je pense que nous allons. Maintenant, quelle sera la nouvelle percée qui provoquera la prochaine croissance de notre industrie? Comme les tableurs l'ont fait au début des années 80, la publication assistée par ordinateur à la fin des années 80. Et encore une fois, je reviens à l'informatique interpersonnelle. Je pense que l'informatique personnelle que nous avons maîtrisée. Dans les années 80, la mission était d'améliorer la productivité individuelle et, au mieux, la créativité. Et avec plus de 50 millions d'ordinateurs personnels expédiés dans les années 80, cela a fonctionné. Cependant, pour les années 90, il faut aller plus loin. Améliorer la productivité individuelle n'est plus suffisant. L'avantage compétitif des années 90 viendra de l'amélioration de la productivité de groupe et de la collaboration. Améliorer la productivité de groupe. Et cela sera réalisé grâce à l'informatique interpersonnelle. Utiliser les mêmes outils de bureau qui ont révolutionné l'analyse et la planification avec les tableurs, qui ont révolutionné l'édition avec la publication assistée par ordinateur, en utilisant ces mêmes outils pour révolutionner la communication interhumaine, la collaboration et la productivité de groupe. Et je pense que ça va être la troisième révolution de l'ordinateur de bureau dans la première moitié des années 90. Vous êtes un fan de Lotus Notes. Je pense que nous sommes environ 3 ou 4 ans en avance sur ce genre de choses avec Next maintenant. C'est pourquoi beaucoup de gens achètent nos produits. Nous avons quelque chose de vraiment remarquable. Oui. Donc, Lotus Notes est correct, mais cela commence avec un PC. Donc, vous avez beaucoup de limitations inhérentes. Aviez-vous une idée au début, disons au début des années 70, même à la fin, même la fin des années 70, début des années 80,
que le PC allait avoir un impact si dramatique sur toute la structure de l'industrie informatique. Bien sûr. Encore une fois, ce qui est difficile à se rappeler, c'est qu'en 1969, quand nous étions chez Apple, nous expédions déjà plus d'unités, plus d'ordinateurs en termes d'unités qu'IBM ne le faisait. Souvenez-vous, IBM ne vendait que des grands ordinateurs centraux et quelques tentatives de mini-ordinateurs. Nous expédions déjà d'ordinateurs en volume unitaire en 1969 qu'IBM ne le faisait. Donc, l'idée nous est certainement venue à ce moment-là que cela allait avoir un effet stupéfiant à cause du volume unitaire. Si nous revenons vers vous dans 5 ans, pour le 15e anniversaire du PC, combien parmi les entreprises qui existent actuellement pensez-vous pourraient bien disparaître? Et lesquelles, parmi celles qui, vous savez, sont actuellement en deuxième plan, pensez-vous devraient être en tête? Eh bien, en dehors de Next. Permettez-moi de corriger une impression erronée que vous avez exprimée. Je ne pense pas que ce soit le 10e anniversaire du PC. Je pense que c'est le 15e anniversaire du PC, ou peut-être le 14e. Parce que le premier PC moderne tel que nous le connaissons est apparu en 1967, et c'était l'Apple II. Et l'Apple II s'est vendu à 5 ou 6 millions d'unités, jusqu'à ce qu'il soit retiré. Et IBM est entré dans le secteur des PC avec leurs produits, qui ont eu un très grand effet, mais néanmoins, le cap était déjà fixé en 1991. Donc je pense que c'est le 10e anniversaire de l'entrée IBM sur le marché des PC. Dans 5 ans, laissez-moi répondre à une question plus large que celle-là, et je reviendrai à celle-ci. D'accord. Au risque de gaspiller un peu de votre bande vidéo, c'est pas grave, la bande est bon marché. Il y a une tension constante dans notre industrie entre les standards et l'innovation. Et je pense que c'est une tension saine. Les standards sont très bons, car ils donnent à tout le monde une base de référence, ils offrent à tous un véhicule économique peu coûteux. Mais laissés à eux-mêmes, ceux qui sont généralement les porteurs de standards n'ont aucune incitation à aller de l'avant. Et au final, les clients en pâtissent. Et c'est le rôle des entreprises qui innovent. Les entreprises qui innovent utilisent autant que possible les standards, mais ensuite elles s'en éloignent pour essayer de proposer de nouvelles opportunités par l'innovation, avec un certain risque associé, car elles ne font pas partie du standard. Et certaines réussissent de manière spectaculaire. Le Macintosh, par exemple, a été un véritable bond en avant, une vraie révolution, plutôt qu'une simple évolution. Alors que la plupart des avancées dans le monde des PC ont été évolutives. Le 286, le 386, le 4... Excusez-moi. Et c'est cette tension entre l'évolution et la révolution qui, je pense, fait avancer notre industrie. Nous avons vu, 7 ans après le Macintosh, que le monde IBM adopte enfin une partie de l'interface utilisateur graphique qui était disponible dès 1984 avec le Macintosh. Donc cette tension évolution-révolution, je pense qu'elle est extrêmement importante pour continuer à avancer à l'avenir. Et les révolutionnaires qui parviennent à établir une masse critique, à atteindre une certaine taille avant que les évolutifs ne les rattrapent, ils survivent et prospèrent. Ceux qui ne le font pas se fondent dans la voie évolutive. Et avec cette perspective, quand je regarde ce qui se passe maintenant, malheureusement, je vois beaucoup plus de statu quo dans les 5 prochaines années que de véritables évolutions. Je ne vois pas grand-chose venir de choses comme la relation Apple-IBM. Je vois plus de la même chose de la part d'Apple au cours des 5 prochaines années. Je vois plus de la même chose de la part d'IBM, de petites étapes évolutives, du 286 au 386, au 486, au 586, mais rien de vraiment différent. Les tableurs fonctionneront un peu plus rapidement, mais rien de vraiment différent. Je vois, vous savez, le système 7, le système 8, le système 9 venant d'Apple, mais fondamentalement rien de vraiment différent. Et j'aimerais en voir plus, mais je pense que ça va revenir à certaines autres entreprises, comme Next et d'autres, de fournir cette révolution dans les 5 prochaines années qui, vous savez, 5, 6, 7 ans plus tard, les porteurs de standards pourront rattraper, tout comme nous avons vu le monde des PC. Rattraper le Macintosh 7 ans plus tard. Permettez-moi de vous poser une question.
Je peux exprimer cela de manière plus articulée si vous voulez. Non, je pense que c'est assez bien couvert. Une des questions que j'ai vues, le système Xerox Star, il y a plus de 10 ans, je suppose, avec l'architecture de documents contextuels, pourquoi l'ordinateur personnel n'a-t-il pas évolué dans cette direction jusqu'à ce que le système d'exploitation Go arrive, où vous pouvez toucher et faire essentiellement le tableur dans un document, toucher, et ensuite vous faites des graphiques dans le même document sans avoir à ouvrir de nouvelles applications, et ainsi de suite. Eh bien, je dois dire que je ne suis pas d'accord avec beaucoup de vos affirmations. Le Star ne faisait en fait pas cela. Pas vraiment. Le Star ouvrait en réalité des applications séparées. L'industrie lutte actuellement avec l'architecture des documents composés. Et Go a fait une sorte de tentative très simple à cela. Mais malheureusement, je pense qu'elle ne sera pas assez robuste pour un usage réel. Et c'est un problème très difficile. C'est en réalité plus un problème d'interface utilisateur, je pense, qu'autre chose. C'est très difficile parce que, par exemple, lorsque vous utilisez un tableur, il y a beaucoup de paraphernalia qui va avec un tableur, peut-être une petite barre pour que vous puissiez taper des choses et quelques boutons. Et lorsque vous utilisez un programme de dessin, il y a peut-être une palette d'outils qui est parfois même attachée directement au document. Alors, comment gérer les changements de contexte du point de vue de l'interface utilisateur lorsque vous vous déplacez dans ces différents types d'objets dans votre document? Personne n'a encore trouvé cela. La technologie sous-jacente est très facile à bricoler maintenant et à faire une démo, mais pour bien faire les choses, vous verrez certaines choses l'année prochaine. Donc je pense, et Star n'a également pas vraiment résolu le problème général. Rappelez-vous que, toutes les applications sur Star ont été écrites par Xerox. Oh, je sais. Je veux dire, je ne voulais pas aborder toute la question de, vous savez ce qu'ils ont mal fait avec cela. Le point que j'essaie de faire valoir est qu'il est très facile de faire quelque chose lorsque vous écrivez toutes les applications, parce qu'alors chaque application peut connaître toutes les autres. Et en général, l'entreprise produit 5 ou 6 applications et elles se connaissent toutes. Et vous pouvez faire une excellente démonstration avec ces applications. Mais la véritable clé est de trouver une structure sous-jacente qui permet aux tiers qui ne se sont jamais parlé d'avoir ces capacités dans leurs applications. Et personne n'a encore fait cela. Personne ne l'a encore bien fait. Et je pense que vous verrez certains de ces éléments l'année prochaine. Une des questions que nous abordons concerne autant que possible les personnalités. Alors, laissez-moi vous demander, en regardant en arrière, depuis le jour où vous avez conçu l'idée de l'Apple I, à quel point votre vie a-t-elle changé et comment a-t-elle changé? Eh bien, pour moi, c'est un sujet vraiment important, car toute ma vie d'adulte a été consacrée à la construction d'ordinateurs personnels. Nous avons commencé Apple quand j'avais 20 ans, et maintenant, je suis un vieil homme de l'industrie à 36 ans. Donc, cela fait environ 16 ans que je fais cela, et c'est toute ma vie d'adulte. L'histoire de ma vocation, de mes loisirs et de mon évolution personnelle sont toutes la même chose. Et il est très difficile de séparer l'une de l'autre. Vous voyez où je veux en venir. Je vois où vous voulez en venir. Y a-t-il quelque chose que nous n'avons pas abordé au cours de cette discussion que vous aimeriez mentionner, que ce soit en termes de questions spécifiques ou de perspectives plus larges? Bien, je pense qu'il y a 2 questions intéressantes que vous pourriez aborder. La première est bien sûr la question de l'Amérique par rapport au Japon. Et la seconde est que notre industrie, certaines personnes pensent que notre industrie est très immature et qu'il va y avoir une consolidation rapide et qu'il restera très peu d'entreprises et que tout est désormais très prévisible. Ce point de vue, je ne le partage pas du tout. Je pense que nous n'avons parcouru qu'1 centimètre sur une route de plusieurs kilomètres et que chaque fois qu'il y a une innovation technologique majeure, il y a une énorme opportunité pour de nouveaux acteurs, pour une réorganisation de l'industrie. Et je pense qu'il y a autant d'opportunités pour l'innovation dans les 5 prochaines années que lors de n'importe quelle autre période de 5 ans que j'ai vue dans notre industrie. Je pense qu'il y a autant d'opportunités pour de nouvelles entreprises, pour adopter de nouvelles approches et pour que les clients obtiennent de bien meilleurs ordinateurs dans 5 ans qu'aujourd'hui. Donc je suis assez optimiste.
Et je pense que nous devons tous nous rappeler que nous sommes encore au début de cette révolution et elle continuera tout au long de notre vie. Et j'espère et je travaille avec un groupe de personnes qui travaillent très dur pour s'assurer que le rythme de l'innovation ne ralentisse pas et que la majorité de cette innovation continue de venir des États-Unis d'Amérique. D'accord. Très bien. Avez-vous une opinion sur la question États-Unis-Japon? Eh bien oui, j'en ai une. Alors que nous examinons les types d'ordinateurs que nous construisons aujourd'hui et que nous projetons sur les prochaines années, un fait inquiétant est que même si la plupart des ordinateurs sont assemblés ici aux États-Unis, une proportion significative des dollars que l'on paie pour les composants de ces ordinateurs pour les construire part à l'étranger. La partie la plus chère de nombreux ordinateurs est l'écran, qu'il s'agisse d'un tube cathodique couleur ou d'un écran plat. Et presque tous ces dollars vont au Japon. L'un des le deuxième composant le plus cher dans la plupart des ordinateurs est la mémoire dynamique. Et encore une fois, la plupart de ces dollars vont au Japon. Le troisième composant le plus cher est le disque dur. Et la plupart de ces dollars vont à des entreprises américaines, même si les disques durs sont principalement fabriqués à Singapour. Et une des choses sur lesquelles je pense que nous devons rester vigilants est de rapatrier ces composants les plus chers vers l'Amérique. Et je pense que ça va demander un effort réel, en particulier dans les domaines des écrans et des drames. Ça va demander un effort, parce que ce sont des produits nécessitant beaucoup de capital. Les usines pour fabriquer les écrans ou les drames coûtent maintenant entre un demi-milliard de dollars et 1 milliard de dollars chacune. Et l'ingénierie requise est également quelque chose que l'on ne peut pas développer du jour au lendemain. Mais il est, je pense, essentiel que nous ne continuions pas à être dépouillés en tant qu'industrie, où même si l'assemblage des produits finaux, l'impression des manuels, le nœud sur le carton d'expédition se fait ici aux États-Unis, la majorité des dollars ne doit pas partir au-delà des frontières. Vous êtes dans une position très avantageuse parce que vous êtes une entreprise privée. Et vous n'avez pas à vous soucier des problèmes trimestriels auxquels certaines de vos homologues cotés en bourse doivent faire face. Dans quelle mesure ce dont vous parlez est-il dû non pas tant aux avancées réalisées par les Japonais, mais aux obstacles qui existent dans la structure du capital américain en termes de désincitation à l'investissement pour les holdings à long terme, en termes de vision trimestrielle des analystes de Wall Street et ainsi de suite? Eh bien, je n'achète pas vraiment cet argument et laissez-moi vous donner quelques raisons pour cela. Si je vais construire une usine et qu'elle va coûter 100 millions de dollars, cette usine n'est pas amortie immédiatement. Cette usine est un actif sur mes livres, tout comme l'argent en banque. Elle est dépréciée sur de nombreuses années. Donc, cette décision de construire une usine n'affecte pas vraiment mon compte de résultats. Elle affecte mon bilan parce que je prends 100 millions de dollars en espèces et je les mets dans un... Eh bien, parce que je prends 100 millions de dollars en espèces et je les mets dans une usine de 100 millions de dollars, mais cela n'affecte pas mes résultats et ne devrait pas affecter ce que Wall Street pense de mes perspectives ou de mes résultats. Et je pense que le vrai problème n'a pas été avec Wall Street, mais avec la gestion de notre industrie. C'était avec des gens qui n'étaient pas disposés à prendre la responsabilité des technologies de composants sous-jacentes et qui pensaient que nous pouvions déléguer cette responsabilité à d'autres et survivre de manière tout aussi prospère, ce qui n'est pas vrai. Industrie après industrie a montré que ce n'est pas vrai. Nous devons donc avoir plus de responsabilités pour nos technologies de base et ne pas simplement supposer que nous pouvons être le dernier emballeur à la fin de compte. Les fournisseurs de ces composants n'ont pas besoin du dernier emballeur à la fin. En fin de compte, ils peuvent aller directement au consommateur et ils ont déjà relation avec le consommateur comme Sony le fait et d'autres au Japon. Vous voulez dire Sony, le constructeur du prochain portable Apple? Le prochain Mac portable?
covers. Thanks. Excuse us, Steve. Yeah, didn't like the idea. Back out and bought a Apple II Plus system after Really? a little bit of exposure. Oh, great. And I bought the first Mac, the Thank you. 128. Uh-huh. So each time I bought a system of Mac, Yes. I paid $3,600 for it. Right. And